question, la réponse de M. Konaté. Parce que... Pour ne pas revenir en arrière, mais on avance. Non, je vous en prie. On avance. Je vous en prie. Parce que le problème qui se pose, c'est que pour le tourisme, la communication à l'heure actuelle n'est pas suffisante. La communication pour assurer la clientèle de revenir n'est pas suffisante pour nous. Parce qu'on est dans la situation où, dans les années 91-94, quand il y a eu la première rébellion, enfin la première rébellion de ce que nous connaissons. Oui, en tout cas très proche de nous. On aurait pu faire donner cette assurance-là à la clientèle via une communication intense à leur endroit. Mais aujourd'hui, en ce moment, il n'y avait pas de prise d'otage. La situation a changé. Comment expliquer à des gens que vous pouvez venir au Mali, même Aïssata qui est assise, elle risque d'être prise pour otage. Donc, ce n'est pas facile de pouvoir rassurer. Ce n'est plus la seule rébellion, voilà, en fait, le cas que nous vivons aujourd'hui. Donc, ce n'est plus, ça a changé, la forme même a changé. Donc, nous ne sommes pas dans la situation où on parle de rébellion pure et dure. On parle maintenant de... Mais il a dit qu'il ne faut pas simplement rester aussi bras croisés. On ne peut pas ne pas rester bras croisés face à cette situation. La fatalité, non? Pour nous, non pas la fatalité, mais pour le moment, nous demandons seulement à rester en vie. Que l'État nous aide à rester en vie. Vous serez peut-être mieux en vie avec le nouveau président qui aura... Comment vous le voyez déjà? Le nouveau président qui va venir, déjà d'abord, les candidats, ils n'ont rien fait à l'endroit du secteur privé. Ils ne nous ont pas démarché, ils n'ont rien fait pour qu'on sache ce qu'ils veulent faire de nous ou pour nous. Donc, nous ne savons pas, en réalité, le programme des différents candidats, les candidats qui aujourd'hui on les connaît, mais personne ne connaît personnellement, je ne connais rien du programme des candidats. Or, si ce sont de bons candidats, nous sommes une frange importante de la population. Ils auraient pu quand même prendre maille avec nous et nous dire un peu ce qu'ils comptent faire une fois qu'ils seront présidents de leur programme. On aurait voulu comprendre en tout cas ce qui se passe pour pouvoir faire un choix. Et ça, ce n'est pas le cas pour le moment. On va en parler de M. Konaté d'abord. Je ne reviendrai pas sur ce cas du tourisme. Non, ça on a déjà... On s'est compris là-dessus. Oui. Moi, je crois que votre question nous prend un peu de court parce que personnellement, j'ai échangé en privé avec le président du patronat lors d'un dernier voyage pour savoir comment organiser le dialogue entre nous et les futurs candidats. Ma position est que s'ils ne viennent pas à nous, nous devons susciter une rencontre, aller vers eux. Nous n'avons pas les mêmes exigences. Nous sommes des entreprises qui ont des échéances envers des fournisseurs, envers des financiers, des banques, des objectifs à remplir absolument. À nous d'être proactifs, d'anticiper, de créer ce cadre et les inviter. Et vous avez déjà fait ça ou pas? Nous sommes en réflexion pour trouver le cadre approprié et le moment opportun. Il ne reste plus encore que 4 semaines pour les élections. Les problèmes sont connus, il n'y aura pas de problème pour se réduire. Parce qu'on ne va pas réinventer la roue. Le diagnostic du secteur privé a été fait amplement. Amplement. Et la thérapie est connue. Nous n'avons pas encore trouvé le bon praticien pour appliquer la thérapie. Oui, Madame Koulibaly. Nous avons parlé de programme de campagne. Effectivement, moi, en tout cas, moi, je n'ai eu peut-être que trois programmes. Parmi les, vous venez de dire 28. On a dit 28 qui sont validés aujourd'hui même par la 3 programmes qui sont lisibles. Bon, vous voyez un peu. Et je pense il faudrait qu'avec toute... Et quand vous avez lu, vous avez trouvé des choses intéressantes sur l'économie ou la relance économique. Le problème est que, en général, l'économie passe derrière tout, alors que l'économie devrait passer avant toute autre chose. Comment voulez-vous dans un pays qu'un pays aille vraiment sans son économie? Et qu'on m'en excuse, les politiques ne sont pas tellement à mesure... non, les politiques, j'ai dit. Les hommes politiques. Les hommes politiques. Les hommes politiques en général. Notamment ceux qui briguent les plus hautes responsabilités. Justement, ne sont pas portés sur l'économie. Et c'est vraiment dommage. C'est très dommage. Et c'est une lecture que vous faites sur les différentes présidentielles passées et sur celle-là, vous avez la même appréhension? Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Oui, monsieur Tabouri. Je voulais dire sur ce point-là que généralement, il y a des défaillances de ce côté. Mais il faut qu'on se rappelle que le contexte dans notre pays aujourd'hui est tel que les délais sont trop rapprochés pour tout.
pour tout. Aujourd'hui, ils sont connus ceux qui sont candidats et c'est heureux. Pour ce qui concerne mon organisation, le REAO, nous avons, pour les échéances passées, présidentielles passées, nous avons toujours interpellé les candidats avec des préoccupations que nous considérons qui sont des préoccupations du secteur privé. Nous l'avons régulièrement fait et en direct avec les candidats. Cette fois-ci, nous avons décidé, pour permettre que le débat s'améliore et que le débat permette une meilleure participation des citoyens, d'abord aux élections, mais parce que aussi ils seraient mieux éclairés sur ce que les candidats sont capables de faire. Nous avons décidé de faire une interpellation publique des candidats. Donc, et nous sommes prêts pour cela. Et nous allons attaquer cette campagne très prochainement. Vous aurez une autre campagne dans la campagne? Oui, alors appelons ça comme ça. Vous irez à eux alors en ce moment? Nous on va à eux, nous on va à eux, forcément. Vous allez les on va à rencontrer? eux, si les dossiers sont prêts, nous allons adresser à tous les candidats. Et les réponses que les candidats vont sortir, nous allons les publier et nous allons les interpeller là-dessus. La démarche, elle est très simple, parce que nous sommes des acteurs, on a le souci de ce qui va se passer pour l'économie plus tard. Il y en a beaucoup qui ont des programmes, même si ce n'est pas encore publié, ça va venir. En rentrant en échange avec eux, ils vont améliorer leur programme. C'est comme ça que ça se passe partout. Et ceux parmi qui n'ont pas de programme, ils vont être obligés d'en avoir. Donc, sur ce point au moins? Oui, sur ces préoccupations-là. Donc notre œuvre, nous la considérons comme d'utilité publique et on est en train de travailler à la finalisation. Nous sommes prêts à cela. C'est le cas aussi des industriels, M. Cyril Achka? Tout à fait. Les industriels, on a travaillé à un livre blanc de l'industrie avec 18 mesures pour relancer le secteur industriel national, parce qu'on est parti d'un constat, la part de la manufacture au Mali, le PIB, il est de 4%, alors que dans les pays voisins, Sénégal, Côte d'Ivoire, on est entre 15 et 20%. Donc au Mali, on compte réellement 80 unités industrielles recensées, pour 3 000 au Sénégal, 6 000 en Côte d'Ivoire. Donc, quand on a dit qu'on a des problèmes... Ce ne sont pas peut-être les pays comparables, parce que c'est des pays côtiers, ceci. C'est toute la question. Maintenant, même le Burkina, en nombre d'industries, est devant. Et puis, la question, elle est là. Est-ce que c'est une fatalité d'être un pays côtier? Est-ce que d'être un pays continental? Être un pays industriel en même temps, oui. Est-ce que parce qu'on est continental, on ne peut pas avoir d'industrie? Est-ce qu'ici, on va juste élever des carottes et garder nos vaches? Des poulets? Ou bien est-ce qu'on a un avenir qui nous attend? Donc nous pensons que non, on a toutes les chances d'y arriver. On a plein de ressources dans le pays, mais même quand on fait notre PIB, on analyse le PIB global du Mali, on exporte des matières premières, il n'y a pas de transformation. C'est la valeur ajoutée. Le défaut principal de notre pays, c'est que c'est un importateur net. Le déficit de la balance commerciale aujourd'hui, il est de moins 400 milliards de francs CFA. Donc ça veut dire que pour 400 milliards de plus, nous achetons que nous n'exportons. On est le premier importateur net de tout dans l'UMOA. À l'intérieur de l'UMOA. À l'intérieur de l'UMOA, c'est nous qui consommons tout. L'UMOA, c'est nous. On consomme chez tout le monde. Chez tout le monde. Mais personne ne consomme chez nous. Et on n'en voit rien. C'est la faute aux industriels aussi, non? Mais oui, c'est facile à dire. Vous proposez peut-être peu de choses? Oui, tout à fait. Avec tout ce que le pays regorge de céréales et de potentialités, ça m'étonnerait que ce soit le problème. Le problème, c'est un problème de texte et c'est un problème d'application des textes. Et de facteurs. Tout à l'heure, on en parlait. Il faut commencer par le commencement. Il y a un fondement de choses. Je ne vais pas développer des mesures techniques, mais je vous ai dit, il y a 18 mesures qui seront dans notre livre blanc. Si le prochain président les prend en application, nous pensons qu'on redresse le PIB au minimum à 10%. C'est-à-dire on passe de 4 à 10. Et en termes d'emploi, Et déjà, pour être plus concret, c'est vrai que la transition termine. Le nouveau président, si on veut aller à court terme, qu'est-ce qu'il peut faire déjà au niveau des industries, par exemple, pour que vous redémarrez? Une mesure très concrète, puisque vous en voulez une, vous mettez une TVA à 5% sur tout ce qui est produit au Mali et vous laissez la TVA normale à 18%, tout ce qui est importé. Et d'un seul coup, les énormes richesses de notre pays qui sont aujourd'hui mises dans le commerce et dans le bâtiment, vous regardez le Mali comme le Bamako, vous regardez comment Bamako se construit, à quelle vitesse. Tout cet argent-là, vous allez le voir se déployer dans une unité industrielle. Parce que c'est normal, les hommes d'affaires veulent aller à l'appât du gain, à ce qui paraît, du point de vue, en termes de comme le plus rentable, le plus intéressant. Donc donner une prime à produire nationalement les choses et vous allez voir les résultats. À court et long terme? Une mesure à long terme, mettons des barrages, un maximum de barrages en place pour avoir une énergie. On est capable d'avoir l'énergie la moins chère de toute la sous-région.
avec les 2 fleuves que nous avons, c'est nous qui devons avoir le courant le moins cher de tout l'UMOA. Madame Cissé, Oui. c'est votre avis, le nouveau président, comme mesure d'urgence, il devrait s'attaquer à quoi, par exemple, pour reprendre, qu'il y ait une reprise dans votre secteur, le tourisme, par exemple? Pour, le secteur du tourisme, comme je l'ai dit, il faut faire sortir... Concrètement? Concrètement, il faut nous sortir la tête de l'eau d'abord. Oui, mais en faisant quoi? Parce que nous, on veut des mesures concrètes à proposer. Ils nous regardent maintenant, tous les 28 candidats. En fait, les entreprises, comme on a eu à le dire, les mesures que nous avons demandées par rapport au maintien des entreprises, si ces mesures-là étaient réellement appliquées, les entreprises pourraient en ce moment regarder avec bienveillance la relance. Et cette relance-là, pour l'activité touristique, on a, dans un premier temps, il faut rassurer la clientèle. Et pour rassurer cette clientèle-là, ça prend du temps. Le problème, c'est une question de temps pour l'activité touristique. Ça va prendre du temps pour relancer, rassurer la clientèle, demander à la clientèle de revenir visiter les sites touristiques. Et c'est le gouvernement qui doit le faire ou concomitamment avec vous? Nous devons faire ce travail ensemble. Il y a une synergie d'action qui devra être mise en place pour que chacun de son côté puisse jouer sa partition pour faire revivre cette activité touristique. C'est-à-dire qu'il faut aller à l'extérieur, expliquer que le Mali va bien? Dans un premier temps, il y a une concertation, il y a la création d'un cadre de concertation État-secteur privé pour qu'on voit dans quelle mesure nous pouvons réellement relancer l'activité. Est-ce qu'on n'est pas fatigué avec ces concertations, ces commissions aujourd'hui? On ne peut pas... Parce que vous avez dit les problèmes sont connus, est-ce qu'on ne peut pas agir directement? Vous agissez, le gouvernement agit pour au moins donner confiance à la clientèle. On ne peut pas ne pas aller dans ce sens-là. Nous avons besoin de l'État. Nous avons besoin de l'État. Nous, secteur privé, déjà sclérosés, fatigués, sinistrés, nous avons besoin de l'État pour que nous puissions d'abord nous relever et pour que nous puissions ensemble voir dans quelle mesure nous pouvons relancer cette activité-là. Mais vous avez dit... Ça va prendre du temps. Rassurer à l'extérieur, vous avez besoin de reconstruire au moins les entreprises saccagées et remettre cette réhabilitation. Est-ce qu'elle a un coût à court terme? Pour le tourisme, il n'y a pas de secteur saccagé en réalité. Du tout? Il n'y en a pas. Mais les artisans de Tombouctou sont ici. Les artisans de Tombouctou sont ici. Et ils ne savent pas ce que leurs échoppes sont devenues. Hein? Les artisans de Tombouctou sont ici, mais c'est des activités qui sont connexes à l'activité touristique. L'activité touristique, dans un premier temps, c'est un produit touristique. Le produit touristique, en premier lieu, c'est les itinéraires touristiques. C'est la vente d'itinéraires touristiques. Et les produits artisanaux qui les accompagnent. Quand la vente d'itinéraires touristiques marche, il y a un complément de prestations qui va avec cette activité elle-même. C'est pourquoi nous disons que le tourisme est une activité transversale. Quand ça marche, l'industrie marche. Quand ça marche, l'agriculture marche. Quand ça marche, l'artisanat marche. Il y a un nombre important de secteurs d'activité qui sont connexes à cette activité transversale qu'est le tourisme. Mais on sait que par ailleurs, Madame Cissé, le secteur touristique n'a jamais aussi bien marché au Mali. On reçoit combien de touristes? En temps normal, c'était 100 000 là, au maximum. Et maintenant, vous croyez qu'on reçoit combien? Maintenant, à moyen, long terme, qu'est-ce qu'on attend? Parce qu'il ne faut pas aussi reprendre... On ne reçoit rien maintenant. Je vous dis que l'activité est à terre. Oui, tout à fait. Complètement à l'arrêt. Donc, il n'y a pas de tourisme, il n'y a pas d'activité touristique pour le moment. Bien sûr. Il n'y en a pas du tout. On peut juste faire venir ceux qui venaient et puis bon, ça peut redémarrer comme ça. Ceux qui veulent venir ne pourront même pas demander à venir parce qu'ils ne pourront pas. Vous leur dites de ne pas venir? Nous ne leur disons pas, c'est eux-mêmes qui ne viendront pas. Pourquoi ils ne viendront pas? Si Mais vous les rassurez. Ils ne viendront pas parce que nous sommes un pays d'insécurité. Non. Comment rassurer? Aujourd'hui, ce n'est pas l'insécurité de 2012, Madame Cissé. Non, mais ce n'est pas l'insécurité. Mais comment les rassurer pour dire que ce n'est pas l'insécurité de 2012? C'est ça le problème. Comment rassurer la clientèle que... Parce que l'activité touristique, ça ne se passe pas comme le commerce. Comment on ne peut rassurer... pas juste appeler les gens. Non, ce n'est pas comme ça. Les gens, c'est la période des vacances, la période de loisirs qu'on utilise pour venir faire du tourisme. Et il y a une concurrence terrible à propos des différentes destinations touristiques. Donc chacun tire la couverture à soi en ce qui concerne l'activité touristique. Le Mali n'est pas la seule destination, il y a plein de destinations. Et comment nous pourrons jouer notre partition dans cette concurrence pour la destination Mali si nous ne pouvons même pas rassurer les clients qu'on peut venir au Mali, que tout se passe bien, en plus d'autres paramètres qui entourent cette activité. Donc il faut réfléchir sur cette manière-là de les rassurer. Monsieur Konaté, vous êtes dans une fétière. Vous pensez la même chose aujourd'hui par rapport aux mesures d'urgence, monsieur? Oui, moi je suis... Pour les autres secteurs, par exemple, le commerce et les autres? Oui, je suis plutôt dans la disposition de l'OPI. À mon avis, le premier président, enfin le président qui va venir à court terme, le prochain président à court terme, il n'aura pas de problème parce que ce dossier est dans le pipeline depuis longtemps.
À mon avis, c'est à ce dossier qu'il devrait s'attaquer. Il fait suffisamment de diagnostics sectoriels par branche à l'intérieur de l'industrie. En fait, ça s'appelle les mesures d'urgence. C'est-à-dire celles qui ne peuvent pas attendre pour à la fois préserver l'existant et lui permettre de se développer. Donc ça, c'est le court terme net. À long terme et à moyen terme, il l'a dit, il faut que le gouvernement travaille à rendre les facteurs de production tout à fait compétitifs. Et le premier facteur handicapant, c'est l'énergie. Et le deuxième facteur handicapant, c'est la qualité des ressources humaines, surtout au niveau des agents de maîtrise, qui peut être un facteur de compétitivité. Le troisième facteur maintenant, c'est, il l'a dit, la TVA industrielle. Mais c'est bien dans sa conception. Nous sommes déjà dans l'UEMOA, dans un cadre de TVA harmonisé, opposable à tous les pays membres. Donc cette TVA individuelle n'a de sort qu'en recommençant la renégociation des traités de l'UEMOA. Il faut que le président, à long terme, entreprenne un lobbying qui permet de revoir les traités dans des dispositions qui, à l'origine, ont été conçues sans comprendre que l'UEMOA est constitué de pays de l'Interland et de pays côtiers. Tout à fait. Et alors, donc on a le même niveau de TVA en fait. On a tout partout. C'est le même niveau de TVA alors que les pays n'ont pas les commerçants et les industriels. Voilà, les pays n'ont pas les mêmes dotations initiales. Tout à fait. C'est ça qu'il faut corriger à long terme. Sans cela, nous aurons développé des industries qui, dès leur naissance, vont encore connaître la crise parce que nous ne pourrons pas supporter cette compétition parce que le marché devient de plus en plus réel en termes d'intégration. Ce qui veut dire que nous serons un arrière-pays de consommation. Ça, c'est le défi. Nous resterons pays de consommation. De consommation. Maintenant, pour le domaine sectoriel, je regrette de revenir sur ça. Je vais donner un exemple concret. Oui, ça va bien. Non, parce qu'il faut se prendre en charge. Le tourisme, c'est une affaire des réseaux, vous le savez. Et c'est ce réseau qui doit être utilisé pour informer les tours opérateurs sur la réalité du Mali. Quand il y avait la crise, moi je m'évertuais à dire aux gens, la guerre se passe à plus de 1200 km de Bamako, plus loin que Bamako-Dakar, je l'ai dit au Sénégal. Donc ça veut dire, en dehors des zones de guerre, tout un pays utile est là qui est à exploiter. Et c'est cette démarche que les entreprises de tourisme doivent apprendre. Moi je viens de Turquie il n'y a pas longtemps. Vous savez, quand je débarquais de l'avion, en regardant France 24, je pensais que j'allais trouver la Turquie brûlée. Avec les manifestations. La fameuse plaque Taksim, elle n'est pas plus grande que la plaque de souvenir. C'est juste, à Bamako. Oui, un petit espace vert qu'on veut détruire pour y mettre un magasin, un grand magasin. Des gens sont contre ça. On a amplifié ça médiatiquement. Vous pensez que la Turquie brûle. Alors que vous croyez qu'on a le même syndrome au Mali? Mais oui, amplifié par les Maliens? C'est le même. Nous devons participer à faire casser ce prisme-là, à montrer la réalité, que déjà à Mopti, un tourisme est viable dans la ville de Mopti aujourd'hui. Mais comment faire? Parce qu'à ce niveau, M. Konaté, c'est effectivement les États même qui empêchent souvent aussi. Attendez, je suis concret, moi. Aujourd'hui, ce n'est pas pour me vanter, la Chambre de commerce est disposée à appuyer ses ressortissants. Pour confectionner ce message, utiliser tous les canaux nécessaires, nous avons les ressources financières qu'il faut. Il y a même l'argent qui est disponible. Et la Chambre peut faire ce rôle. Il suffit seulement de se mettre à table, réfléchir comment préserver le peu qui reste de notre tourisme et qui soit viable, qui permettra aux entreprises de maintenir des charges incompressibles en attendant l'amélioration de l'environnement. C'est une bonne proposition. On va passer à Mme Coulibaly Safelot. Merci. Merci Coulibaly. Concernant l'industrie, je suis parfaitement d'accord avec M. Cyril. Mais j'espère seulement que dans les points, ils ont ressorti le côté zone industrielle. Parce que le nouveau président qui doit être élu devrait s'atteler à une zone industrielle digne de ce nom. Celle qui a un projet, elle n'est pas viable d'après vous? Écoutez, vous voyez, c'est encore ça. Il y a un qui est en projet, il y a un qui est là, qui n'est pas en projet, qui est opérationnel, qui n'a ni eau, ni électricité, aucune commodité. Qui est déjà encombré. Qui est déjà encombré, il n'y a ni l'eau, il n'y a ni l'électricité. Il faut la déplacer. Pas la déplacer, mais non, les entreprises sont déjà installées là-bas. Oui. Pas la déplacer, mais au moins
y amener l'eau, assainir et amener de l'eau. Assainir et l'eau, avant de viabiliser, avant d'aller sur un autre chantier. Donc peut-être qu'il va falloir intégrer cela. Intégrer ça. Comme je l'ai dit, nous sommes un réseau, donc avec beaucoup d'activités, l'une différente de l'autre. Ce que nous demanderons au nouveau président, tout d'abord, nous avons beaucoup de nos membres qui ont été déplacés donc du nord vers le sud, qui ont perdu tout. Il y a eu une étude récente qui a été faite là-dessus. À peu près 80% des déplacés constituent des femmes qui étaient dans des activités économiques. Donc il va falloir les faire repartir et leur donner de quoi relancer leur activité. Le Sud également a été de plein fouet secoué donc, par cette crise. Il va falloir, comme quelqu'un vient de le dire ici, il faut s'atteler donc à la formation, il faut s'atteler aux moyens de production, il faut s'atteler aux infrastructures et l'épineux problème du crédit des femmes. Ouais. Ça, il faut vraiment... Ça, c'est la spécificité des opératrices économiques. Voilà. Comment leur trouver des modalités de financement qui soient adaptées à leurs activités. Il faut vraiment, ça c'est un appel que le président qui doit être élu s'attelle à ça. Et c'est quelque chose que vous allez lui transmettre. Et comment, surtout comment? Exactement. Parce que c'est maintenant le moment de lui faire entendre ça. Comment? Parce que les femmes, vous savez, en général, je dis bien en général, il faut travailler d'abord à ce que beaucoup de femmes puissent être industrielles, beaucoup de femmes puissent avoir des grandes entreprises, mais celles qui ne l'ont pas, il faut les aider à sauter le pas également pour qu'elles puissent être grandes un jour. Et pour cela, il y a tout un pas d'accompagnement qu'il faut leur concéder. Donc, à temps opportun, on va lui communiquer tout ce qu'il faut. C'est vous qui vous avez déjà préparé quelque chose que vous allez leur transmettre? Oui, tout à fait. Ça va être quoi? Livre blanc ou contact personne-personne? Non, pas contact personne-personne. On peut le nommer livre blanc également. Livre blanc. Il y aura beaucoup de livres blancs au niveau du secteur privé. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut prendre. Pourquoi pas le compiler? Voilà. Pourquoi pas compiler un seul grand livre blanc qui prendra en compte tous les problèmes du secteur par secteur. Exactement, secteur par secteur. Ça peut se faire. La démarche vous convient? Oui, absolument. Et je peux vous dire que nous avons initié une démarche similaire avec tous les acteurs du secteur privé en direction de l'actuel gouvernement. C'était au mois de mars. On a réuni les membres du gouvernement à l'initiative du REAO. On a associé tous les acteurs du secteur privé. Les administrations d'État étaient là. Les bailleurs de fonds et les partenaires techniques aussi étaient là pour réfléchir sur les moyens de sortie de crise. Quelles sont les mesures qui peuvent être prises? Il y a 28 candidats, il n'y a pas 28 projets de société pour le Mali. Au maximum 2. Il peut y avoir 28 écrits quand même. Oui, il y a 28 manières de l'amener ou de la mettre en œuvre. Au cours de cette rencontre, et je le dis en me référant à ceux qui étaient là et qui ont participé, on a identifié un certain nombre de choses qu'il fallait commencer à faire tout de suite. Et ça a commencé déjà. Ça veut donc dire que le prochain président, il va falloir continuer sur ça. Hein? Je ne vous apprendrai rien en vous disant que le terrain est relativement balisé avant. Les conditions sont déjà fixées. En fait, le prochain président, ça va être encore une autre transition dans notre pays. Une transition à quinquennale en ce moment. Que ce soit une transition politique ou même une transition économique. Mais alors, au cours de cette rencontre, et nous sommes en train d'appuyer sur ça, nous avons identifié la nécessité et l'urgence de solutionner le problème de l'électricité. Ce n'est pas seulement les gens dans leur foyer qui sont pénalisés, c'est les entreprises qui sont pénalisées. Donc, c'est une extrême urgence qu'il faut mettre en œuvre. Les annonces nous ont été faites sur le terrain. J'espère que... Est-ce que le secteur, entre parenthèses, le secteur privé a la solution à l'énergie, par exemple? À la quoi? La solution à l'énergie, au problème de l'énergie? Oui. Au jour d'aujourd'hui... Parce que si l'État ne peut pas le faire, le privé peut-être peut s'engager avec... Non, aujourd'hui, objectivement, les problèmes qui se posent dans cette entreprise ne peuvent pas être réglés par le secteur privé. Non, c'est un problème qui est suffisamment grave. Il a parlé de 20 ans sans construction de barrages. Aujourd'hui, la société est plombée par ses sources d'approvisionnement et aussi sa gestion. Et ce n'est pas mon jugement, c'est quelque chose qui est connu. Donc, c'est une chose qu'il faut régler très rapidement. Une chose importante qu'on avait signalée aussi, c'est cette sécurisation du pays. Et pas seulement pour le tourisme, pour toute activité. Les gens dans l'industrie ont été pénalisés parce que la moitié du pays n'était plus un marché pour eux, puisque c'était occupé, c'était plus là. Donc il faut aller vers ça très rapidement.
Nous avons identifié aussi la nécessité de payer la dette intérieure. L'État est un acteur important. À un moment, il ne pouvait plus payer, il doit beaucoup d'argent. Quand il doit de l'argent, c'est à des entreprises. Et ces entreprises souffrent déjà que l'État continue à les payer. Donc, le prochain président de la République de ce pays devrait mettre l'accent sur ce paiement de la dette intérieure du pays. Et il y a des fonds pour ça. Nous avons identifié la nécessité de reprendre les grands travaux. Les grands travaux, c'est ce qui est structurant et qui permet que tous les acteurs aient sa part en traitant d'une manière ou d'une autre, y compris les femmes que notre ami représente. Même la vendeuse de pommes de terre ou de tomates dans le marché, quand on commence à creuser pour un pont ou faire les travaux, elle a sa part, parce que c'est irradié dans toute l'économie. Mais là, ça a amené l'État, parce que vous croyez que le monsieur viendra président, est-ce qu'il a l'argent pour tout de suite faire cela? Parce que où est-ce qu'il va tirer cet argent? L'État, l'argent, nous payons des impôts. Nous payons des impôts. Les promesses de Bruxelles. Nous payons des impôts. Je commence par d'abord les ressources internes, parce que n'oublions pas que quand tout a été coupé, ce pays continue à marcher. J'ai même entendu les gouvernants s'en glorifier. Qui a payé? C'est nous. C'est nous qui avons payé des impôts pendant tout ce temps. Grâce aux impôts et aux taxes. Oui. Oui, bien sûr. Donc, ça existe et ça va continuer à exister. Sauf qu'il faut, la collecte de cet impôt, il faut le faire de manière plus intelligente. Parce qu'à un moment, on a frôlé le harcèlement. Aujourd'hui, les promesses de reprise de l'aide extérieure font que ceux qui ont à la charge de récupérer cet argent, ils font ça de manière un peu plus souple. Ça doit continuer. Parce qu'ils ont de l'argent qui doit venir, mais non, on n'est pas sûr. Non, mais l'argent a commencé à venir. Okay. Une autre chose importante, et c'est restaurer l'autorité de l'État. C'est vital. Nous sommes dans cette situation parce que l'État a été en déconfiture. Ça, c'est une chose importante. Dans le choix de notre prochain président, il faut qu'on s'assure que celui qui va venir, il a la capacité et la volonté de remettre les Maliens au travail et de leur faire respecter les règles communes pour tout le monde. Aucun pays ne peut avancer s'il n'y a pas d'autorité. Dans notre pays, cette autorité, elle est à terre. Il faut qu'elle reparte. C'est une chose qui est importante. Je peux continuer là-dessus, mais je vais m'en arrêter là. Voilà, on va passer la parole à votre voisin pour qu'il ajoute quelque chose. Ou voilà, les mesures vitales pour pouvoir, effectivement, en dehors de ce que vous avez dit, sur le plan de 18 points, qu'est-ce qu'on peut faire? Surtout, vous croyez, est-ce que la personnalité du président va compter dans la prise de ces mesures dont tu viens de parler? Je pense que je resterai sur ce qui a été